Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore telle une révélation. Philosophe, historien et sociologue aussi ont ce livre, ce texte, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leurs pensées. Chaque vendredi, l'une d'entre elles vient nous en parler et aujourd'hui, notre invité philosophe a choisi d'évoquer un livre devenu, en 20 ans, une œuvre culte. Viol, virilité, porno, féminité, ce manifeste autobiographique est un appel à tout foutre en l'air. King Kong Théorie de Virginie Despentes. Virginie Despentes, si je vous dis Comtesse de Ségur. J'ai tous lu quand j'étais petite et j'adorais ça. Eh ben dis donc, vous avez changé d'univers entre-temps. Je trouve pas tant. Moi, je trouve que ça se sent bien, que j'ai été hyper marquée par justement une littérature de Comtesse de Ségur. J'adorais Max Duveuzy, Delhi un petit peu plus tard, des trucs comme ça. Et je trouve que ça se sent bien. Enfin, faut chercher quoi. Mais moi, je trouve ça dans le fait même d'être frustrée à ce point-là par la vie et de mal le prendre à ce point-là, c'est que j'ai bien été. J'aimais bien les trucs à l'eau de rose quand j'étais petite et que ça s'est pas passé du tout comme. Et si je vous dis morale? Moi, j'ai un sens comme ça du bien du mal. Je trouve ça hyper compliqué, mais je sais qu'il y a une chose, il y a des choses qui sont bonnes et des choses qui sont mal. Si je vous dis drogue? C'est un truc que j'aime bien, moi. Que dit-on derrière votre dos actuellement, Virginie Despentes? Je pense qu'on doit raconter un tas de trucs et je sais pas exactement et je crois qu'il vaut mieux pas que je sache trop, à mon avis. Bonjour Olivia Gazalet, bienvenue dans le souffle de la pensée. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous avez enseigné la philosophie, vous en écrivez, je cite notamment ces deux ouvrages, Le mythe de la virilité, paru en 2017 aux éditions Robert Laffont puis en poche, Le paradoxe du rire, paru aux éditions Segers l'année dernière et tout récemment en poche. Pourquoi avoir choisi Virginie Despentes? On vient d'entendre cet archive de 1996. Depuis, j'imagine que Virginie Despentes a quand même changé, mais néanmoins, on y sent déjà quand même ce rapport à la morale, ce rapport à la comtesse de Ségur, à l'eau de rose notamment, qui formate les petites filles. Oui, bien sûr. Moi, ce qui m'a frappée, ce qui m'a intriguée d'abord avec ce texte, c'est son titre. C'est son titre qui est à lui seul un manifeste. Et il faut quand même rappeler que ce texte très avant-gardiste, puisqu'il date de 2006, donc 11 ans avant MeToo, où le féminisme n'avait pas du tout bonne presse, on se défendait d'être féministe, et elle jette un coup de pied... un pavé dans la main, c'est un pavé dans la main, ou un coup de pied dans la fourmilière. Voilà. C'est un mélange des deux expressions. Merci de m'aider. Et donc, en fait, c'est vrai que ce titre, bon, d'abord, c'est un oxymore, parce que le monstre, ça évoque le désordre, l'irrationnel, la peur, ça fait peur, les monstres. Alors que la théorie, ça va évoquer le sérieux, la rationalité, la sécurité. Donc, ça paraît complètement antinomique. Et c'est ça qui m'a intriguée, parce que c'est ce croisement entre le corps rebelle et la pensée. C'est à la fois le cri et le concept, c'est à la fois le monstre et celle qui pense le monstre. Virginie Despentes, alors peut-être... expliquer King Kong, enfin expliquer. J'ai pas, oui, parce que c'est assez fascinant. C'est assez fascinant. King Kong et il y a théorie. Oui, c'est-à-dire qu'en gros, quand on tombe quand même sur ce texte, bon, maintenant c'est devenu presque un classique, j'ai envie de dire. Ça fait 20 ans qu'il est sorti. Il a eu un rebond dans les ventes, notamment avec MeToo. Enfin, ça a été traduit, je l'ai dit, à travers. C'est devenu culte et ça a été traduit à travers le monde. Donc vraiment, on a l'impression, et d'ailleurs quand on le lit aujourd'hui, qu'on a complètement intériorisé, intégré, digéré ce qu'elle dit. Mais elle, c'était en 2006 qu'elle le disait quand même. Donc il y a quelque chose de fascinant et on oublie parfois quand même de revenir sur ce titre qui, a priori, est assez détonnant. Complètement, parce que King Kong, c'est le monstre, donc c'est la brute, c'est une créature sauvage qui est effrayante, qui est incontrôlable, et elle se réapproprie cette figure du monstre. Elle dit « je suis un monstre ». En quelque sorte, c'est un monstre parce que, en ce sens que la société craint la figure de féminité qu'elle représente ou de non-féminité qu'elle représente, c'est-à-dire hors norme. Donc elle parle à partir de sa propre expérience vécue, c'est ça qui est intéressant, de jeunes femmes qui a été punk rock, qui a été violée alors qu'elle était encore gamine à 17 ans, et c'est une des premières qui parle de son viol comme expérience vécue, du viol comme expérience vécue. Elle a été très brièvement prostituée, donc elle s'est toujours située en marge des normes, en marge des conventions. Et dans King Kong, elle est certainement pas du côté de la blonde. Non, on ne peut pas dire ça. Même si elle dit à un moment donné du texte quand même qu'elle a eu ce moment où elle a tenté
d'être cette personne. Elle dit, je me suis coloré les cheveux, je suis devenue blonde, je me suis refait les dents, j'ai été en couple. Elle raconte ça. Oui, elle raconte cette tentative, mais à la base, souvenez-vous du tout début, Oui. les premiers. Il faut le citer, c'est un moment culte aussi pour le coup. C'est le début, le premier chapitre s'appelle Bad Lieutenant et ça commence par j'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les hystériques, les ratés, toutes les exclues du marché à la bonne meuf. Celles qui savent pas s'habiller, celles qui sont trop ridées, celles qui ont la peau même flasque. les imbaisables. Les imbaisables, c'est important. Les imbaisables, pardon. Donc c'est en tant que prolote de la féminité que je parle, en tant que loseuse. C'est-à-dire que la King Kong Girl, c'est d'abord celle qui refuse la féminité imposée ou alors à qui la nature a refusé une sorte de... Enfin, les attributs de la traditionnelle essentialisée comme féminin. Donc elle dit, je suis la King Kong Girl, c'est la femme qu'on n'épouse pas, c'est la femme qui est toujours un peu trop, qui parle trop haut, qui parle trop fort et qui surtout refuse d'être ce qu'elle appelle la bonne victime, la victime digne, la victime qui sait se taire, comme Marilyn Monroe qu'elle cite. Donc elle n'est pas une bonne victime. Et donc ce qui est intéressant, c'est que dans cette revendication d'être la King Kong Girl, il faut dire qu'il y a cette puissance dans l'identification au monstre. La King Kong Girl, c'est une femme qui refuse cette victimisation parce qu'elle va s'affirmer comme libre, autonome, même virile, contestataire. Voilà, je ne suis pas celle que vous attendez. Je refuse les injonctions à la féminité. Voilà. Et alors le mot théorie... Oui, voilà, parce que la question, c'est comment on peut... presque devenir c'est-à-dire qu'une théorie, ce serait pour apprendre quelque chose, ce serait peut-être même pour se transformer. Or, en fait, on a l'impression aussi, quand elle dit je suis plutôt King Kong que Kate Moss. On n'a pas l'impression qu'elle a fait une théorie d'elle-même au départ. Elle est née comme ça, elle a vécu comme ça, elle a grandi comme ça, elle s'est transformée comme ça au contact des épreuves. Or là, elle nous dit, je vais quand même vous donner une théorie. Oui, parce que ça va bien au-delà d'elle-même, en fait. C'est-à-dire que le côté théorique là-dedans, c'est que même si les intuitions ne sont pas toutes développées, c'est que il y a une analyse critique et il y a des fulgurances même d'analyse critique de la société patriarcale, de la domination masculine dans son ensemble, de la culture du viol. Il y a des éléments intéressants sur la maternité, sur la prostitution, bien sûr sur la féminité. Mais ce que j'ai trouvé hyper novateur et qui m'a vraiment presque électrocutée quand je l'ai lu, parce que je m'étais jamais posé cette question-là, c'est qu'elle considère que la domination masculine est un piège pour les deux sexes en réalité. Donc on n'est pas seulement du point de vue strictement d'aliénation féminine, elle parle aussi de l'aliénation masculine au diktat masculin. Et ça, en 2006, parce que maintenant, évidemment, la masculinité, c'est devenu un sujet dont on parle beaucoup et de plus en plus. Et vous y avez contribué, puisque vous avez écrit sur le mythe sur la virilité. En plus, 2017, ça paraît au moment, l'année de MeToo. Absolument. Et elle a eu un rôle majeur dans ma décision d'écrire ce livre, parce que moi, je m'étais jamais posé la question de est-ce qu'il y a un coût pour les hommes à cette domination masculine. Et donc, elle ne va... Enfin, moi, ce que j'aime, c'est que c'est un tout petit livre. Hein, ouais. Et donc, il y a vraiment des traits fulgurants qu'elle ne développe pas, mais moi, j'ai eu envie de les explorer de manière historique, sociologique, philosophique, et d'aller plus loin. C'est en ce sens que ça a insufflé ma pensée. Mais moi, j'ai envie de savoir quelque chose, Olivia Gazalet. Quand vous découvrez King Kong Théorie, on l'a dit, c'est paru en 2006. Vous, votre livre paraît en 2017 sur le mythe de la virilité. Oui. Donc, vous ne le lisez pas à sa sortie. Vous le lisez dans le cadre de vos recherches sur votre livre qui n'est pas encore alors sur la virilité. Oui, exactement. Et là, vous avez un choc et vous vous dites... la première chose qui est intéressante, c'est quand même de dire qu'on n'a pas que des chocs entre 15 et 25 ans, parce qu'on a plutôt ça ici. C'est-à-dire qu'on peut changer quand même de manière de penser, de penser à partir de plus tard. Je ne sais pas quel âge vous aviez à l'époque. Et quand même, donc ça transforme votre livre. Vous vouliez faire un livre sur le patriarcat.
Et là, vous faites un livre sur la virilité. Oui, qui n'est pas si éloigné, mais distinct. C'est un livre sur le patriarcat, le mythe de la virilité, mais en fait, effectivement, elle m'a fait déplacer la focale, en quelque sorte. C'est-à-dire que moi, mon interrogation de départ, elle portait sur la perpétuation des violences sexistes et sexuelles. C'est-à-dire que je me demandais comment on pouvait... J'ai commencé mes réflexions en 2012, 2013, quelque chose comme ça. Il est sorti en 2017, ça m'a pris presque 5 ans. Au départ, c'était vraiment comment expliquer que aujourd'hui, au début du XXIe siècle, on en soit encore là en termes de violence. Et encore, on n'avait pas encore vu MeToo, donc je n'avais même pas pris conscience de l'ampleur du phénomène. Mais bon, je disais quand même de la sociologie, je savais que c'était omniprésent. Et donc, j'étais partie sur l'origine des stéréotypes sexués féminins, comment ça s'était construit à travers l'histoire, pourquoi c'était nécessaire de les déconstruire, pardon. Et puis, je tombe sur ce livre et je dis « Ah non, mais voilà, en fait, tout le monde est piégé dans ce système. » C'est pour ça qu'elle en appelle à une révolution globale. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans cette fois-ci la fin, le dernier chapitre qui s'appelle « Salut les filles ». Et elle dit « Le féminisme est une révolution et pas un réaménagement des consignes marketing. C'est-à-dire que c'est une aventure collective pour les femmes, pour les hommes et pour les autres. » Oui, ça c'est drôle. Voilà. Ouais. Donc une révolution bien en marche. Ça veut dire, donc à partir du moment où je lis ça, je me dis la réflexion sur le patriarcat, elle est totalement incomplète si on ne porte notre attention que sur l'aliénation féminine. Il y a aussi une aliénation masculine, mais très souvent, quand on parle de l'homme victime, on en fait une victime des femmes. Idée qui ne me satisfait pas du tout. En réalité, l'homme est un oppresseur pour lui-même. L'homme est un oppresseur opprimé et il y a aussi des victimes masculines de la domination masculine. Et donc, je pense que, enfin, pour moi, c'est Virginie Despentes, ce livre, qui m'a fait prendre conscience de ça. Donc, j'ai rajouté une deuxième moitié à mon livre et j'ai changé son titre parce que... Mais vous avez même réorienté votre première partie, c'est-à-dire que vous avez réécrit quand même en fonction de ça même. En fait, oui, en fait, il y a eu plusieurs phases d'écriture, plusieurs écritures, plusieurs livres, plusieurs manuscrits. Donc à la fin, je voulais qu'il y ait une unité. Et c'est en réalité, en travaillant sur les stéréotypes masculins, j'ai retravaillé évidemment tout ce que j'avais dit sur les stéréotypes féminins, parce qu'il faut bien comprendre que c'est un système que j'ai appelé viriarcal, mais qui est un peu le système patriarcal. C'est pas grave, si votre téléphone qui sonne, ça n'est pas grave, il va s'arrêter à un moment donné. Vous ne vous inquiétez pas. Allez-y, éteignez-le. Qui ressonne, excusez-moi. Ce que je vous propose, Olivia Gazelle, c'est que pendant que votre téléphone s'arrête, nous allons écouter un extrait de Virginie Despentes. C'est un extrait de King Kong Theory, évidemment, extrait de Impossible de violer cette femme pleine de vices. On s'obstine à faire comme si le viol était extraordinaire et périphérique, en dehors de la sexualité, évitable. Comme s'il ne concernait que peu de gens, agresseurs et victimes. Comme s'il constituait une situation exceptionnelle qui ne dise rien du reste. Alors qu'il est au contraire, au centre, au cœur, socle de nos sexualités. Rituel sacrificiel central, il est omniprésent dans les arts depuis l'Antiquité. Représenté par les textes, les statues, les peintures, une constante à travers les siècles. Dans les jardins de Paris, aussi bien que dans les musées, représentation d'hommes forçant des femmes. Dans les métamorphoses d'Ovide, on dirait que les dieux passent leur temps à vouloir attraper des femmes qui ne sont pas d'accord, à obtenir ce qu'ils veulent par la force. Facile pour eux qui sont des dieux. Et quand elles tombent enceintes, c'est encore sur elles que les femmes des dieux se vengent. La condition féminine, son alphabet. Toujours coupable de ce qu'on nous fait. Créature tenue pour responsable du désir qu'elle suscite. Le viol est un programme politique précis. Squelette du capitalisme, il est la représentation crue et directe de l'exercice du pouvoir. Il désigne un dominant et organise les lois du jeu pour lui permettre d'exercer son pouvoir sans restriction. Voler, arracher, extorquer, imposer,
que sa volonté s'exerce sans entrave et qu'il jouisse de sa brutalité sans que la partie adverse puisse manifester de résistance. Jouissance de l'annulation de l'autre, de sa parole, de sa volonté, de son intégrité. Le viol, c'est la guerre civile, l'organisation politique par laquelle un sexe déclare à l'autre « Je prends tous les droits sur toi, je te force à te sentir inférieur, coupable et dégradé. » Extrait lu par Anaïs Isbert de King Kong Theory. Nous sommes ici dans le 3e essai. Il y en a 7 qui composent King Kong Theory. Cet essai intitulé « Impossible de violer cette femme pleine de vices » dans laquelle Virginie Despentes a cette intuition fondamentale qu'on appelle aujourd'hui la culture du viol. Mais peut-être avant de revenir sur ce qu'elle dit dans ce texte, Olivia Gazalet, je vous propose quand même qu'on revienne sur ce qui précède ce texte, à savoir quand même qu'elle ouvre cet essai avec son autobiographie, c'est-à-dire qu'elle raconte son expérience du viol. Et il faut dire que dans chacun des essais, il y a une part autobiographique. C'est aussi un autoportrait. Là, cette expérience du viol, c'est en 2006 quelque chose qu'elle dit n'avoir lu presque nulle part. Oui, tout à fait. Et elle parle de son viol en disant que c'est comparable à un trauma de guerre, hein, je la cite, et que cette nuit est indélébile, que c'est quelque chose d'obsédant qui revient sans arrêt depuis 20 ans. Chaque fois que je crois en avoir fini avec ça, j'y reviens. Romans, nouvelles, chansons, films. J'imagine toujours pouvoir en finir avec ça, liquider l'événement, le vider, l'épuiser. Et en fait, c'est un événement fondateur. Et cette phrase est importante, elle dit « c'est en même temps ce qui me défigure et ce qui me constitue ». Et on peut peut-être raconter quand même son viol, parce qu'il faut rappeler qu'elle avait 17 ans. Donc c'est en fait une gamine. C'est en juillet 86, elle est avec une amie. Elle dit ce qu'elle porte. Donc, elle porte une mini-jupe et des collants rayés avec des Converse rouges. Donc, c'est ces choses qui restent. Comment on était habillés ce jour-là. Elles reviennent de Londres où elles ont acheté plein de disques. Elles ont claqué tout leur fric. Voilà, elles ont tout dépensé. Et elles sont obligées de faire du stop au retour. Donc, elles font d'abord la Manche pour toute la journée pour payer le ferry. Elles arrivent à Calais. Elles sont d'abord prises par deux types italiens assez sympas qui les amènent jusqu'à Paris. Et là, elles se retrouvent dans une station essence du périph'. Et il y a une voiture ou un camion, on ne sait pas très bien d'ailleurs, qui s'arrête avec 3 types qui, elle dit qu'ils ont l'air sympas, qui font des blagues, qui sont plutôt pas du tout agressifs. Elle pense pas du tout à la violence. Et elle monte dans cette voiture. Et puis, peu de temps après, donc, elle ne raconte pas l'événement. Après, ce sont des bribes qui reviennent. Hein. Mais donc, à un moment, ils se jettent sur... les 3 garçons se jettent sur les filles et les cognent avec un fusil et les violent. Toutes les 2. Et donc, elle dit... voilà, nous sommes du sexe de la peur, du sexe de l'humiliation, du sexe étranger. Et elle a aussi des souvenirs de leur rire en nombre, de ce côté écrasant, humiliant, en plus de la violence physique. Et effectivement, le texte dont vous avez donné la lecture est hyper fort quand elle dit... voilà, on se sent... Le viol, c'est l'organisation politique. C'est vrai, il y a quelque chose de politique. C'est un système politique, le viol, parce qu'en fait, ça combine 4 éléments. Et ça, c'est des éléments que j'ai décortiqués aussi dans mon livre, qu'elle m'a donné envie de décortiquer et dont elle parle très bien. C'est qu'il y a d'abord le déni de la violence, où les hommes ne se sentent pas spécialement coupables de ce qu'ils ont fait, et culpabilisent. Donc, le deuxième élément, c'est la culpabilisation de la victime. Donc, on va avoir d'abord l'impunité des coupables, la culpabilisation des victimes, et puis la culture du silence sur laquelle tout ça se fonde. Et elle le dit bien, il y a un déni, une culture du silence. Pendant des années, elle n'arrivera pas à mettre de mots sur le viol. Elle dit qu'elle a été agressée, qu'elle a été embrouillée, qu'elle a eu une galère, je la cite. Hein. Et pourquoi elle n'y arrive pas? Elle dit parce que du moment qu'on appelle son viol un viol, eh bien c'est tout l'appareil de surveillance des femmes qui va se mettre en branle. Et on va lui dire, tu veux que ça sache ce qui t'est arrivé? Tu veux que tout le monde te voie comme une fille à qui c'est arrivé? Et en fait, si tu t'étais vraiment défendue,
ça ne serait pas arrivé. Donc, au fond, c'est que tu le cherchais un petit peu. Et donc, voilà, elle dit que la terreur d'entendre ça fait que, en fait, on préfère garder ça pour soi, l'étouffer, et on évite le mot et tout ce qu'il recouvre. D'ailleurs, elle va dans une association parce que, en fait, elle prend conscience de l'électrochoc du viol quand une amie à elle lui raconte qu'elle s'est fait violer. Elle décide d'aller dans une association d'accompagnement des femmes qui ont vécu des violences et l'animatrice de cette association lui dit quelque chose qu'elle trouve complètement con au début. Elle dit vous verrez, vous n'oserez pas dire le mot viol ou ces personnes n'osent pas dire le mot viol. Et elle dit mais c'est pas vrai, moi j'ai pas de problème avec ça. Et là, en fait, elle fait un chemin réflexif en disant le problème du viol, c'est non seulement qu'on le raconte pas, mais qu'on ne le nomme pas, que ce soit du côté des femmes ou du côté des hommes, puisqu'elle a cette phrase appelez ça autrement, broder, s'arranger, surtout ne pas utiliser le mot pour décrire ce qu'ils ont fait. Ils ont guillemets un peu forcé une fille, ils ont guillemets un peu déconné, elle était guillemets trop bourrée. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'elle est à l'avant-garde de ce qu'on aura appelé la libération des femmes, mais aussi la question de l'écoute, la question de qui peut entendre et la question de comment, que ce soit pour les enfants d'ailleurs ou les femmes, sur les violences qu'on leur fait, c'est-à-dire de ne pas entendre ça. Oui, absolument. Et il y a ces analyses sur l'inversion de la culpabilité. C'est aussi pour ça qu'on ne veut pas l'entendre et qu'on n'ose pas le dire. C'est que les femmes se sentent coupables, elle le dit, hein, dans toute notre culture. C'est d'abord une parole qu'on met en doute, alors que c'est omniprésent dans l'histoire de la civilisation. Et elle parle aussi du viol collectif. Ça m'a intéressée d'aller voir un peu plus loin ce qu'elle dit, parce que elle dit brièvement. Mais j'ai poursuivi ça en allant lire Georges Vigarello, l'histoire du viol, parce qu'elle dit, dans la vie militaire notamment, le viol, c'est une stratégie guerrière qui participe à la virilisation du groupe qui la commet en l'affaiblissant et en hybridant le groupe adverse. En fait, c'est une manière de dire ça c'est toujours les conquêtes militaires se sont toujours accompagnées pratiquement partout dans l'histoire de l'humanité de l'appropriation collective du corps des femmes. Et ça, on le dit peu, du corps des femmes, du camp des vaincus. Donc, en fait, il faut profaner le ventre de l'épouse. Et puis, c'est aussi une manière d'éteindre, c'est le fantasme d'éteindre la descendance d'en face en allant... ça passe par le corps des femmes, d'aller engrosser la femme du vaincu. Et donc, voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle dit que c'est souvent légitimé par l'idée que l'homme a des désirs sexuels impétueux, qu'il y a une espèce de pulsion masculine incontrôlable, et que donc c'est à nous de faire attention. Parce que en fait, les hommes, eux, on ne peut pas leur en vouloir. Ils ont des pulsions, des désirs impérieux qui ont une espèce de droit absolu à l'assouvissement. Donc c'est tout ça qui fait la culture du viol et le fait qu'on enferme les femmes dans le non-dit. Et puis au-delà de l'expérience ou par exemple des viols collectifs ou des crimes de guerre, des viols de guerre, ce qu'elle dit aussi très bien dans ce texte, c'est ce qu'on a nommé aujourd'hui la culture du viol, c'est que on a tendance, en fait, quand on va parler de crimes de guerre ou de viols de guerre, à rendre ça de manière... à en faire un événement, à en faire quelque chose d'extraordinaire. Et là, ce qu'elle nous dit, c'est que dans les musées, les représentations d'hommes, les textes, les statues, les peintures, en fait, c'est tout le temps là ce qui fait que ce qui est d'un côté extraordinaire est banalisé en permanence. Et ça, quand même, cette intuition aussi que vous avez fouillée, c'est-à-dire comment ça se fait que dans la plupart des représentations, alors voilà, certains vont peut-être minorer en disant c'est une représentation, ça ne veut pas dire qu'on pousse à faire ça ne veut pas dire qu'on pousse au viol, ça ne veut pas dire on nous apprend à violer les femmes, mais elle ne dit pas ça. Elle pousse, comme vous dites, d'une manière... elle a une fulgurance de dire « je le vois partout ». Oui, mais il est partout, de fait. Et effectivement, dans les représentations artistiques, dans la mythologie, les rapts, on le voit partout. C'est une constante. Elle cite les métamorphoses d'Ovide. Et oui, les métamorphoses d'Ovide, absolument. Mais aussi dans plein de tableaux, vous avez le rapt, mais même Europe qui est enlevé. Il y a cette idée que le corps des femmes est librement appropriable par l'homme,
notamment parce qu'il y a une diabolisation du corps des femmes. Il ne faut pas oublier que dans toutes ces représentations ancestrales, il y a cette idée que c'est la femme est une séductrice, une tentatrice, il y a quelque chose de maléfique dans la féminité, qu'elle est diabolique, donc qu'elle doit d'une certaine manière être corrigée par l'homme, corrigée au besoin par la violence. Et donc, vous avez d'un côté cette figure de tentatrice maléfique, donc avec l'idée que la prédation sexuelle est presque du côté de la femme originellement. C'est elle qui Elle est qui coupable. tentée. Elle est lui dit, coupable. elle dit être Et toujours Et coupable. puis on retrouve, de toute façon, Ève est coupable, Pandore est coupable, Cassandre, Lilith. Il y a toujours cette idée de femme coupable qu'il faut redresser, qu'il faut corriger. Et de l'autre côté, il y a cette image d'un homme qui démontre sa virilité par, par une activité sexuelle triomphale, multiple, qui exerce sa puissance par son phallus. Et donc, la rencontre de ces deux figures ne peut pas ne pas conduire à la violence. Vous avez d'un côté un homme qui définit sa virilité par sa puissance sexuelle et par des désirs impétueux, et de l'autre côté, une femme qui est définie par un corps attirant dont elle fait un usage maléfique, elle provoque. Vous savez, moi, tout à l'heure, j'ai dit comment elle était habillée dans son viol, parce que je trouve ça très intéressant. On dit souvent, ah oui, mais regarde comment elle était habillée, tu l'as aguichée, tu l'as attirée. Tu l'as bien cherché. Tu l'as bien cherché, voilà, c'est toi l'allumeuse. Et il y avait une exposition qui était très intéressante, une exposition itinérante qui s'appelait Que portais-tu? What were you wearing? Pardon pour l'accent, qui était partie des États-Unis et qui montrait tout simplement des cintres avec des vêtements. Et c'était ce que portaient les femmes le jour de leur viol, les femmes et les gamines, hein, parce que ça concerne aussi beaucoup les enfants, les viols, malheureusement. Les jeunes filles, mais même aussi les enfants. Et donc, qu'est-ce que tu portais ce jour-là? Et on voit que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas des talons aiguilles, c'est des jeans, des parkas, des baskets, des tenues qui n'ont rien de provoquant, rien d'aguicheur. Donc, c'est vrai qu'il faut déconstruire cette mythologie de tu l'as bien cherché, d'un côté, donc la femme séductrice, allumeuse, perverse qui aguiche, et de l'autre côté, l'homme qui ne peut pas se retenir et qui doit absolument violer pour satisfaire ses désirs impétueux. Et donc, moi, il y a un passage qui m'a beaucoup intéressée quand elle parle du viol aussi, c'est quand elle dit que on n'apprend pas aux femmes à se défendre. On leur dit à la fois, elle dit, je ne suis pas furieuse contre moi de ne pas avoir osé en tuer un. Je suis furieuse contre une société qui m'a éduquée sans jamais m'apprendre à blesser un homme s'il m'écarte les cuisses de force, alors que cette même société m'a inculqué l'idée que c'était un crime dont je ne devais jamais me remettre. Donc, en fait, elle explique que ce qui l'a désemparée, c'est qu'elle elle est gamine, elle ne trouve aucun secours dans les livres, alors qu'elle a toujours trouvé. Donc, elle est toute seule, comme beaucoup de femmes avant MeToo, il faut le rappeler, qui sont seules avec le trauma épouvantable, abject qu'elles ont vécu. Et donc, jusqu'au moment où elle va tomber sur le livre de Camille Paglia. Enfin, un texte dans Spin de Camille Paglia, voilà, exactement. Donc, qu'elle lit en... Qui est une féministe d'origine italienne, américaine, qui est assez controversée aussi. Voilà, ce qu'elle dit sur le viol, ça peut être inaudible, c'est-à-dire Tout à fait. oui, quand on sort dans l'espace public, quand on est une femme, on prend le risque d'être violée et c'est un risque qu'il faut prendre et il faut l'encaisser. Voilà, exactement. Et donc, elle dit Camille Paglia. Camille Paglia. Le message est fort parce qu'elle dit, en gros, ce que vous venez de dire, le viol est un risque inévitable. Alors, c'est ça qui lui a été, je pense, reproché, c'est qu'elle elle en fait quelque chose d'inéluctable. Mais effectivement, c'est un fait. Le viol est là, il est omniprésent. Donc, il faut faire avec, mais pour la première fois, ce que dit Despentes à propos de Paglia, c'est que quelqu'un valorise la faculté de s'en remettre.
plutôt que de s'étendre complaisamment sur le florilège des traumas. Donc, ça veut dire que d'abord, elle dit une femme doit apprendre à se défendre. Et c'est vrai qu'on n'apprend pas aux femmes à se défendre. La première chose qu'on devrait leur apprendre plus, à faire de la lutte, à se défendre, à ne pas, parce que on nous a appris que à la fois on ne savait pas se défendre et qu'il y avait rien de plus grave que de se faire violer. Donc on pouvait pas s'en remettre. Donc c'est un peu compliqué. Donc elle dit, moi j'aurais préféré pouvoir me défendre et que cette société ne m'ait pas éduquée à ne pas le faire. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant dans Paglia, c'est, voilà, on peut s'en remettre. Ça veut dire, c'est ça la King Kong Girl, je pense, ce que j'en ai compris, c'est la guerrière. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse s'imaginer. Paglia nous permet de nous imaginer en guerrière et non plus en responsable de ce qu'on a bien cherché, mais une victime ordinaire, mais qui peut s'en remettre. Ce qui est intéressant, parce que dans le texte qu'on a lu, on a entendu, vous avez bien parlé de décrypter ce paradoxe de la culpabilité et en même temps de la responsabilité et en même temps d'être victime. C'est-à-dire, les femmes sont à la fois coupables du désir qu'elles suscitent, elles en sont responsables et en même temps, elles en sont victimes, mais ça va de pair avec, on l'entend bien dans le texte, un programme politique précis de domination. Alors, à partir de là, on a l'impression que le programme, il est presque non modifiable, qu'il s'impose aux femmes, que les hommes, voilà, vraiment, à la fois culpabilisent et infériorisent. C'est ce que vous dites aussi, Olivia Gazalet, dans le mythe de la virilité. Vous décortiquez bien ces dispositifs de minoration des femmes. Et pourtant, il y a quand même cette référence, Camille Paglia, qui vient dire « non, c'est possible de faire autrement ». Oui, mais c'est pas contradictoire en réalité parce que justement la prise de conscience féministe consiste à comprendre que tous ces dispositifs doivent être déconstruits. Alors j'emploie ce mot de déconstruction qui fait un peu peur aujourd'hui parce qu'on le confond souvent avec la destruction. Et en fait, ça n'a rien à voir. La destruction, vous prenez un marteau, vous tapez, vous cassez tout et il reste que des ruines, un peu comme à Gaza, et on voit pas très bien ce qu'on va pouvoir reconstruire sur des ruines. Alors que la déconstruction, c'est tout à fait différent. C'est justement essayer de comprendre comment tout ça s'est construit. D'abord, comprendre que ce sont des représentations construites et comment elles se sont articulées les unes aux autres, un peu comme dans un Lego, si vous voulez. Et donc, en fait, déconstruire, ça va être désarticuler pièce par pièce. Et donc, avec les mêmes pièces du Lego, vous recommencez et vous aviez fait un bateau, il a coulé et vous reconstruisez un château. Donc, quelque chose de plus beau. Et donc, effectivement, c'est très important, je pense, et c'est en ce sens que ce livre est un formidable accélérateur un manifeste. Un manifeste, c'est qu'il nous invite à prendre conscience d'abord de tous ces déterminismes, à prendre conscience de ce système. Et donc, vous avez eu la gentillesse de faire un parallèle avec mon livre. Oui, effectivement, moi, dans toute la première partie, j'ai essayé de montrer comment s'étaient articulées toutes les pièces du dispositif, c'est-à-dire à la fois la diabolisation du sexe féminin, l'appropriation de la fécondité des femmes, l'appropriation de leur corps, la justification de leur infériorisation, de leur minoration historique, etc., par leur culpabilité, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est que tout est lié, c'est qu'on va justifier leur asservissement et leur minoration par leur culpabilité, c'est parce qu'elles sont coupables qu'il faut les surveiller, c'est parce que ce sont des prédatrices qu'il faut les surveiller, mais en même temps, on ne peut pas ne déconstruire qu'une moitié du programme, c'est-à-dire qu'il faut aussi comprendre à quel point les hommes aussi sont évidemment coupables. les premiers bénéficiaires, ouais, mais aussi victimes de ce système, parce que bon, on va y venir avec. On va écouter l'autre texte. Voilà, on va écouter parce que c'est hyper important de comprendre que c'est un tout et qu'on peut pas déconstruire un pan du système sans s'attaquer à l'autre pan du système. Ça n'a pas de sens en fait. Et c'est ça qu'elle m'a aidé à comprendre. C'est que si le féminisme reste sans arrêt en fait à ne se préoccuper que de déconstruire les stéréotypes sexués féminins, de déconstruire la culture du viol, sans jamais aller se demander ce qui se passe du côté des hommes, dans la tête des hommes, on n'arrive à rien en fait. On est complètement bloqué, on est figé. Donc voilà. On va écouter le texte tout de suite.
La virilité traditionnelle est une entreprise aussi mutilatrice que l'assignement à la féminité. Qu'est-ce que ça exige, au juste ? Être un homme, un vrai. Répression des émotions, taire sa sensibilité, avoir honte de sa délicatesse, de sa vulnérabilité. Quitter l'enfance brutalement et définitivement, les hommes-enfants n'ont pas bonne presse. Être angoissé par la taille de sa bite. Savoir faire jouir les femmes sans qu'elles sachent ou veuillent indiquer la marche à suivre. Ne pas montrer sa faiblesse, museler sa sensualité, s'habiller dans des couleurs ternes, porter toujours les mêmes chaussures pataudes, ne pas jouer avec ses cheveux, ne pas porter trop de bijoux ni aucun maquillage, devoir faire le premier pas toujours, n'avoir aucune culture sexuelle pour améliorer son orgasme, ne pas savoir demander d'aide, devoir être courageux même si on n'en a aucune envie, valoriser la force, quel que soit son caractère, faire preuve d'agressivité, avoir un accès restreint à la paternité, réussir socialement pour se payer les meilleures femmes, craindre son homosexualité, car un homme, un vrai, ne doit pas être pénétré. Ne pas jouer à la poupée quand on est petit, se contenter de petites voitures et d'armes en plastique super moches. Ne pas trop prendre soin de son corps. Être soumis à la brutalité des autres hommes sans se plaindre. Savoir se défendre, même si on est doux. Être coupé de sa féminité, symétriquement aux femmes qui renoncent à leur virilité, non pas en fonction des besoins d'une situation ou d'un caractère, mais en fonction de ce que le corps collectif exige, afin que toujours les femmes donnent les enfants pour la guerre et que les hommes acceptent d'aller se faire tuer pour sauver les intérêts de 3 ou 4 crétins à vue courte. France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie. King Kong Théorie de Virginie Despentes, paru en 2006, celui-ci par Anaïs Isbert, un extrait du 2e chapitre, 2e essai intitulé « Je t'encule ou tu m'encules ?» point d'interrogation. J'aurais eu la chance de dire un tel titre sur l'antenne de France Culture, avec cette accumulation de verbes à l'infinitif qu'on trouve à d'autres endroits, dans d'autres essais, où effectivement elle décrypte, elle accumule, elle liste toutes les injonctions faites aux hommes, dessinant ainsi une culture masculine. Oui, moi j'avoue que c'est ça a été un électrochoc pour moi. Dans ma réflexion féministe, tout à coup, ah mais attendez, ils souffrent aussi les hommes en fait. Je ne m'étais jamais posé la question. Pour moi c'était clair, il y avait les dominants et les dominés, EES. Et là en fait de comprendre... la confiscation du corps des femmes se produit en même temps que la confiscation du corps des hommes. Et les corps des femmes, dit-elle, n'appartiennent aux hommes qu'en contrepartie de ce que les corps des hommes appartiennent à la production en temps de paix, donc dans le travail et dans l'aliénation au travail, et à l'État en temps de guerre, donc pour former des soldats. Et ça, vraiment, je trouve ça très puissant en 2006. Encore une fois, on n'avait pas encore exploré du tout tous ces thèmes qui sont maintenant très à la mode. Enfin, très à la mode, dont on parle beaucoup plus actualisé en tout cas. Avec le virilisme montant dans toutes les sphères et non, surtout mais politique. Par exemple, le concept de masculinité toxique, c'est un concept qui est discuté, qui est beaucoup plus, on va dire, courant. Juste pour citer quand même un extrait du dernier chapitre de Salut les filles, Virginie Despentes dit ceci: « Les hommes aiment parler des femmes, ça leur évite de parler d'eux. Comment explique-t-on qu'en 30 ans, aucun homme n'a produit le moindre texte novateur concernant la masculinité ?» C'est vrai qu'il y avait un vide à ce moment-là. Exactement. C'est ce vide. Comme il n'y avait pas d'homme qui le faisait à l'époque, je me suis dit, pourquoi pas une femme. Et donc, j'ai voulu explorer ce que c'était que ce fardeau de la virilité. Pourquoi est-ce que la virilité pouvait représenter un piège aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Et effectivement, ce qu'elle dit, c'est très puissant parce que pourquoi, en fait, ces injonctions très coercitives à ne pas pleurer, à ne pas montrer ses faiblesses, tu n'as pas peur de mourir, tu n'as pas peur de souffrir, etc. En réalité, quand on regarde l'histoire de la virilité, parce que je me suis plongée
dans la grosse histoire de la virilité en 3 volumes menée par Vigarello, Corbin et Courtine, qui est très très riche et qui couvre toute l'histoire de la virilité de l'Antiquité à nos jours. Et donc en fait, ce qu'on comprend très bien, c'est que ces injonctions à la virilité, elles ont un but, c'est que on a besoin de soldats qui vont aller se faire tuer sur le champ de bataille, et donc il faut leur dire que la mort qu'il n'y a rien à craindre de la mort, qu'ils n'ont pas peur, qu'ils sont courageux, qu'ils sont braves et qu'ils n'auront ni froid, ni faim, ni soif sur le champ de bataille. Et donc en fait, là aussi, il y a un piège pour les hommes, c'est qu'on les exploite et qu'on leur vend aussi quelque chose qui est de l'ordre de la mystification et qui est de l'ordre de l'imposture et qui est presque une imposture égale à celle de la féminité. Voilà, c'est-à-dire qu'un homme qui s'interdit, qui est en rétention émotionnelle continue, c'est un homme hémiplégique qui se coupe lui-même d'une partie de sa vérité psychique. Quelle différence on peut faire entre la masculinité et la virilité? Alors moi, je préfère dire les masculinités, je préfère les mettre au pluriel, de dire qu'il y a autant de masculinité qu'il y a de façon d'incarner son genre masculin, comme il y a des féminités plurielles, multiples, alors que la virilité, il y a même des masculinités dites féminines et des féminités dites viriles, alors que la virilité, pour le coup, c'est un modèle, un idéal, un archétype monolithique, hégémonique. C'est-à-dire que c'est un idéal construit, artificiel, et qui a très peu évolué avec le temps. C'est-à-dire que c'est un idéal de toute puissance, de domination. C'est un idéal qui va aussi indexer la puissance militaire, professionnelle, guerrière, tout ce que vous voulez, sur la puissance sexuelle. Donc c'est indissociable. Et donc sur cette culpabilité dont on parlait des femmes et cette infériorisation des femmes, dont on parlait à partir du premier texte. Oui, c'est l'idée que l'homme a un droit absolu à s'approprier le corps des femmes, mais c'est au prix d'une appropriation de son propre corps par l'État. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ce qu'elle dit. C'est que on a aussi l'idée que l'homme, c'est très coercitif pour un homme de faire sans arrêt la démonstration de sa force, de sa puissance, de son invincibilité, de son héroïsme, de son goût du sacrifice, de sa soif d'honneur. C'est tout ça la virilité. Et derrière, il y a l'idée aussi, donc c'est d'abord des injonctions qui sont très coercitives, et surtout, ce que j'ai découvert en travaillant dessus, c'est que ce sont des injonctions qui sont hyper discriminatoires, parce qu'en fait, tous les hommes qui ne présentent pas fièrement les marqueurs de la virilité triomphale, ils ont toujours été considérés comme des sous-hommes, comme une espèce inférieure. Et donc, quand elle dit, pour être un vrai homme, il faut... qu'est-ce que c'est qu'un vrai homme? Ça signifie qu'il y a des hommes qui ne sont pas des vrais hommes, qui sont des faux hommes. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Et on voit bien que là, le texte de Virginie Despentes n'est pas du tout une sorte d'annonce ou de manifeste pour la guerre des sexes, puisque la dernière phrase, qui résume très bien à la fois les 3 grands volumes de l'histoire de la virilité et qui vraiment réside dans l'idée que les femmes font des enfants pour les hommes qui vont eux-mêmes aller se faire tuer sur le front, pour remplacer les hommes tués sur le front. Exactement. En fait, on voit bien que là, c'est pas on pourrait dire misandre ou seulement féministe pour les femmes comme texte. C'est que c'est un programme qui est commun. Tout à fait. C'est un peu, on pourrait le résumer en disant que la révolution du féminin ne sera vraiment accomplie que quand il y aura eu une révolution du masculin, qui est en cours maintenant, depuis. Elle est en cours. Il y a beaucoup d'hommes qui réfléchissent à tout ça et qui se déconstruisent, ou qui se disent déconstruits. Et voilà, quand les hommes, elle en appelle aussi à ce que les hommes se défassent de ces assignations sexuées qui entretiennent depuis toujours non seulement la gynéphobie, la haine des femmes, mais l'homophobie aussi, parce que faut pas oublier ça, c'est que l'homophobie résulte de la gynéphobie ou de la misogynie, comme on voudra, parce que c'est parce que le féminin est dégradé qu'on va considérer l'effémination et l'homosexualité comme dégradante, c'est-à-dire c'est adopter entre guillemets la posture de la femme, ce qui est au demeurant complètement faux. Mais c'est comme ça que c'est dans les représentations, l'homosexuel est assimilé
à la féminité, ce qui est déjà en soi, à mon avis, une erreur intellectuelle. Mais bon, donc en fait, pour que les hommes modifient l'image qu'ils ont des femmes, il faut qu'ils commencent par modifier l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Et c'est ça, enfin, je crois, le grand message. Mais ça, c'est quelque chose de très difficile quand même, Olivia Gazelle. C'est-à-dire qu'on parle de déconstruction, on parle en même temps de culture, d'une certaine masculinité, du viol. C'est-à-dire que si on est entouré de certaines représentations du féminin et du masculin adossé sur une vision viriliste, qui apparaît dans des textes, dans des statuts, dans les musées, dans les conversations, dans les livres, dans les films, ça prend un temps infini. Ça a mis plus de 2500 ans à se construire, donc ça ne va pas se déconstruire en une génération. Voilà. Et on voit bien aussi que cette déconstruction, elle s'accompagne d'une réexacerbation du masculinisme. C'est ce qu'on appelle le backlash, le retour de bâton. Le backlash qui est inévitable. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu une avancée, dans quelques domaines que ce soit d'ailleurs, mais en particulier dans les mœurs, il y a toujours un retour de bâton, parce qu'il y a certains... Évidemment, les hommes sont dominants dans cette histoire. Ce sont eux qui sont les premiers bénéficiaires de ce système. Donc évidemment que c'est coûteux pour eux de le défaire, mais ceux qui s'en défont considèrent que ça valait vraiment la peine, parce que le coût qu'ils payaient ou le tribut qu'ils payaient au système était plus important finalement que ce qu'ils ont perdu. Donc cette remise en question, elle est, d'après moi, elle est salutaire pour les deux genres et elle est indispensable. Et surtout quand on voit le regain de masculinisme aujourd'hui, notamment à la tête des États-Unis, enfin voilà, ces démonstrations de force montrent bien justement que le modèle est en train... Enfin, pour moi, c'est vraiment les signes de l'exténuation du modèle. C'est parce que le modèle est en crise, parce que le modèle ne fonctionne plus, qu'il faut absolument le réactiver d'une manière brutale, violente et surtout imbécile. J'étais avec un garçon. Tout était très agréable, très bien réalisé. Bravo monsieur, très bien. Et soudainement, mais très très soudainement, hein, ça fait une soudaineté rare dans l'histoire de la soudaineté, vraiment. Hein. Je pense que rien n'a jamais été aussi soudain. Le garçon m'encule. Je suis projetée en dehors du lit par la douleur. Non mais le corps entier a fait une sortie de lit entièrement. Le corps lui-même a fait un rejet de la bite. Je suis partie comme une grenouille. Je suis partie en réflexe. Mais bang, comme ça. Vraiment, ma tête est partie s'encastrer dans un coin de la pièce. J'étais toute nue, ratatinée, dans un coin de la pièce, sur le plancher. Et j'ai pas eu le temps de dire au garçon « Stop, pousse, attention, tu t'es trompé de trou, non, attention, minute de silence, mon anus est décédé ». Le garçon me rattrape par les jambes comme ça, il me tire et il me réencule. Et je me rappelle après, il était allongé sur le lit à côté, sur le ventre, il se reposait. Hein, et moi j'étais là à côté, puis je caressais le dos, qu'à un moment, le garçon se retourne comme ça, il me fait mais tu peux changer d'endroit, tu passes tout le temps ta main au même endroit sur ma peau et à force ça m'irrite, est-ce que tu peux changer d'endroit? Et si je peux changer d'endroit, tu viens de détourner la fonction d'un de mes organes vitaux avec un risque létal, disons-le franchement. Je n'ai rien dit. Tu as brisé tous mes rêves. J'ai plus qu'une envie, c'est de passer le restant de mes jours le cul dans une bassine de biafine. Et tu veux que je change d'endroit pour te caresser parce que ça t'irrite? Un sketch de Blanche Gardin, je parle toute seule. C'était en 2017, ce sketch. Olivia Gazelle, on a passé la version longue et la version plus courte, mais on s'est dit que le coup de la biafine et de l'irritation dans le dos était assez drôle parce que vous avez écrit, après le mythe de la virilité, cet essai qui s'appelle Le paradoxe du rire et si ce n'était pas toujours drôle. Sujet qui, a priori, n'a rien à voir avec la virilité et pourtant l'humour est lui aussi un lieu genré. Et d'ailleurs, Virginie Despentes en parle elle aussi, puisqu'elle souligne ce paradoxe à travers plusieurs textes. Il faut avoir de l'humour pour tenir quand on est une femme, mais en même temps, il ne faut jamais rire trop fort. Quel est le lien entre la virilité et l'humour
quand vous avez travaillé Olivia Gazelle? Oui, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir que de manière plus large, le rire, parce que l'humour, c'est à part. Donc le rire. Le rire a longtemps été un des privilèges masculins, c'est-à-dire que c'était très malséant pour une femme de rire, pour des raisons qui sont à la fois esthétiques, éthiques et sociales. C'est-à-dire que d'abord, esthétiquement, le rire défigure un peu les traits du visage, donc ça offense la beauté, qui est la première des qualités essentialisées comme féminines, attendues d'une femme. Deuxièmement, ça offense la bienséance, donc c'est des raisons sociales, c'est-à-dire que la femme doit être tenue à la réserve, à la pudeur, à ne pas... Voilà. Et dans le rire, il y a souvent quelque chose, ici c'est caractéristique, quelque chose d'assez cru, Voilà, ça heurte la bienséance, donc ça n'est pas féminin, ça heurte le souci de la pudeur de la femme. Et puis enfin, il y a des raisons morales. C'est que souvent, le rire est moqueur, voire, là encore une fois, obscène. Et donc, le fait que des femmes se soient... Oui, donc, pardon, je me suis... Donc, ça n'est pas féminin d'être immoral. Donc, le fait que des femmes se soient emparées de ça, depuis déjà la fin du XXe siècle, la dernière quart du XXe siècle, se soit emparée du rire et surtout emparée de l'obscénité. Parce que là, on a Blanche Gardin qui parle de sexe d'une manière extrêmement crue, même plus crue que la plupart des hommes sur scène aujourd'hui, qui n'oseraient plus faire ça. Donc, les femmes ont le droit. Enfin, on a un droit que les hommes n'ont pas. Aussi des thèmes scatologiques. Qu'on voit sous la utilisé. Donc en sexualité, il y a aussi dans le dernier spectacle de Florence Foresti, il y a 10 minutes entières sur la vulve. Donc, vous voyez, c'est vraiment des sujets. Et donc ça, le fait que les femmes se soient emparées de tous ces sujets, c'est vraiment une révolution culturelle. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose. Ça passe par là, le changement. Entre autres, il n'y a pas que le rire, mais disons que le rire, c'est un des outils d'émancipation. Et d'ailleurs, c'est Virginia Woolf qui l'avait très bien vu dans un texte où elle était encore toute jeune. Elle avait à peine 23 ans. Elle s'appelait pas encore Woolf. Elle s'appelait Virginia Stephen. Et elle a écrit un livre qui s'appelle un texte qui s'appelle La valeur du rire, un petit texte dans lequel elle dit que les femmes sont exclues du rire, alors que ce sont elles qui ont le plus besoin de son pouvoir d'émancipation. Parce qu'effectivement, le rire, c'est un outil de subversion et de transgression des normes, un outil politique extraordinaire. I don't like looking backwards. I don't like sitting round. I don't like going nowhere. I don't like getting bored. I don't like it. I don't like working weekdays. I don't like steady jobs. I don't like music factories. I don't like punching cards. I don't like it. I don't like remembering the way it used to be. Tell me how to forget those dreams we used to believe. I don't like it. I don't like it. What I don't like, I don't like to take. I don't like jealousy. Cette chanson, Olivia Gazelle, pour introduire cette séquence de fin d'émission, vous avez évoqué Virginie Despentes, King Kong Theory, qui a transformé votre vie. Place maintenant à un auteur que vous n'aimez pas ou qui vous résiste. Lequel avez-vous choisi ? Alors, c'est pas que je l'aime pas. J'ai choisi de parler d'Aristote. Pourquoi Aristote ? Parce que c'est un des penseurs les plus influents, je pense, de l'histoire de l'humanité, pas seulement en Occident, mais aussi dans le monde arabe, où il a eu une grosse influence, notamment dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, et que c'est un immense savant, pas seulement philosophe, mais aussi astronome, logicien, biologiste, anatomiste. Bon. Et donc, il a eu une influence absolument
fondamentale, aussi bien dans les sciences que dans la philosophie. Or, pourquoi il me dérange, enfin pourquoi certains aspects, même si je m'incline devant évidemment le génie et des grandes pages magnifiques sur l'amitié, la vertu notamment, mais parce que c'est lui qui va donner une caution à la fois biologique et métaphysique à l'infériorité des femmes. Et donc, si vous voulez, il y a 3 choses qui sont un peu gênantes dans ces théories, notamment soit dans l'éthique à Nicomaque et dans le traité de la génération des animaux. C'est d'abord, il va dire qu'il y a une hiérarchie des fluides, c'est-à-dire que le sang féminin est beaucoup moins noble que nous. On perd notre sang, les femmes perdent leur sang, on a un sang impur, on est passive, voilà, et on ne contrôle pas nos flux, alors que l'homme, lui, il ne perd pas son sang, il le cuit. Et ça donne pour résultat le liquide spermatique, donc la semence virile. Et donc, il dit qu'en fait, ce qui est un peu gênant dans cette idée, c'est qu'il y a une appropriation complète de la procréation par l'homme. C'est-à-dire que dans le sperme, il y a des petits... en fait, tout le futur être humain est contenu dans le sperme. Et en fait, la matrice féminine n'est qu'un réceptacle passif. Donc ça, c'est un petit peu gênant parce que en fait, ça va donner l'idée de la petite graine. Papa a déposé la petite graine dans le ventre de maman, donc en fait tout le patrimoine génétique il est dans la petite graine de papa, et ça aurait pu pousser dans un autre ventre à la limite. Donc ça c'est un peu gênant. Deuxième chose qui est gênant, c'est que il nous dit que quand une gestation se termine par la naissance d'une fillette, et ben c'est une monstruosité. En fait, pour lui, le monstre, le King Kong, c'est la naissance d'une fillette. C'est-à-dire là, il y a eu une anomalie dans la gestation, et donc voilà, pas de bose, pas de bol ou de peau. Oui. C'est une fille, et donc ça aussi, ça va avoir des effets et des conséquences dans toute l'histoire des représentations. Donc le fait qu'on désire un homme, un héritier, un mâle. Et puis, donc, toutes ces idées vont nourrir cette idée d'une servilité naturelle de la femme. Elle a une infériorité qui est inscrite dans la nature. Elle n'y peut rien. On n'y peut rien, c'est comme ça. Et donc, il va y avoir cette idée qui va qui va imprimer sa marque dans la médecine, toute l'histoire de la médecine occidentale, de la médecine antique médiévale à la médecine du 19e siècle, de cette idée de hiérarchie des fluides et l'idée que la femme, elle a un sang impur qu'elle ne contrôle pas, donc elle ne peut rien contrôler. Et comment pourrait-elle se gouverner elle-même puisqu'elle ne gouverne pas ses flux, alors que l'homme, lui, il a un sang glorieux, il verse son sang à la guerre, il donne son sang, et donc ça n'est pas directement dans Aristote, c'est issu d'Aristote, ce troisième point, et donc on voit que cette hiérarchie, en fait, si l'infériorité des femmes est inscrite dans la nature, on ne voit pas comment on pourrait la remettre en question. C'est pour ça que c'est très lent de déconstruire tout ce qui a été naturalisé depuis Aristote. Merci beaucoup, Olivia Gazalet. De vous, on peut lire Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes. C'est disponible en poche aux éditions Pocket. Le paradoxe du rire, et si ce n'était pas toujours drôle, c'est paru aux éditions Segers l'année dernière, mais c'est désormais disponible en poche. Pour lire King Kong Theory et tous les livres de Virginie... Pocket aussi. Et Pocket Agora. Aussi. En Pocket. Agora. Voilà. Et tous les livres de Virginie Despentes, on peut aller vers les éditions Grasset. J'en profite aussi pour annoncer que la pièce de Virginie Despentes, Romancero queer, se joue au Théâtre de la Colline jusqu'au 22 juin et c'est en partenariat avec France Culture.